Le Grand Soir Éco avec Isabelle Goudin. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Julien. On va commencer par les relations tumultueuses entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la SNCF. Que se passe-t-il? Les négociations sont rompues. Eh bien oui, le président de la région PACA, Christian Estrosi, a décidé de ne pas reconduire le contrat d'exploitation qui le lie à la SNCF. Il trouve en fait que les trains sont toujours en grève, qu'ils sont annulés, qu'il y a un manque de conducteurs. Alors il veut tout simplement ouvrir maintenant le marché à la concurrence. On fait le point sur ce dossier avec Lucie Robert. Des trains italiens pour assurer le service des TER, c'est peut-être ce qui attend les passagers de Provence-Alpes-Côte d'Azur. En charge de ce service public, la région menace de ne pas renouveler la convention qui la lie à la SNCF. Argument avancé, un coût trop important, 291 millions d'euros, alors que le service est dégradé. En 2015, un train sur 4 est arrivé en retard, un peu moins d'un sur 5 en 2016, avec tout de même 86 jours de grève depuis janvier. Oui, ils sont souvent en retard ou s'ils ne sont pas en retard, les trains sont supprimés. On arrive souvent en retard au travail et il y a souvent des gens qui ont des problèmes avec les patrons, des licenciements, des avertissements. La SNCF reconnaît ses erreurs. Elle a notamment mal estimé le nombre de départs à la retraite chez les conducteurs. Elle promet des améliorations et appelle à la négociation. Nous utiliserons tous les moyens de la discussion pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Il n'y a pas d'exemple où on n'est pas, au bout d'un moment, trouvé un terrain d'entente. Mais la région assure pouvoir gérer elle-même le trafic de la SNCF sur son territoire. C'est par exemple le cas pour cette ligne qui relie Nice à son arrière-pays. Cette ligne est totalement indépendante de la SNCF. Donc on travaille en régie, donc c'est une régie régionale, c'est-à-dire qu'on s'occupe de la maintenance de la voie et on s'occupe de la circulation des trains tous les jours et d'assurer le service public tous les jours. Autre alternative évoquée, mettre en place des bus ou faire appel à des trains étrangers. Cette compagnie italienne, par exemple, se dit à la disposition de la région. Sur un même trajet Nice-Monaco, elle est plus rapide, mais aussi 30% plus chère que le TER. Décision donc du président de région Christian Estrosi. Mais est-ce que c'est bien légal, Isabelle? Est-ce qu'on peut décider comme ça, quand on est président de région, de se passer des services de la SNCF? Vous savez, l'ouverture à la concurrence de la SNCF, elle est, on va dire, sur les rails depuis déjà longtemps. Elle a déjà eu lieu pour le trafic de marchandises en 2007. Et pour les voyageurs, elle doit avoir lieu fin 2019 pour les TGV et en 2023 pour les TER. Ça, c'est ce que prévoit la loi. C'est le cadre législatif. Mais le passage pour les marchandises, il s'est fait de manière assez brutal. Et donc, Guillaume Pépi lui-même, le patron de la SNCF, il recommande justement de mettre en place des expérimentations pour que ça se passe mieux justement pour les passagers. Et donc, finalement, de faire des passages plus en douceur, de faire des expérimentations à cette ouverture à la concurrence, a priori pour de petites lignes. Et donc, c'est pas tout à fait le cas de figure de Christian Estrosi, mais il pourrait quand même faire de sa région une région pilote, commencer à mettre par exemple une collaboration, on l'a vu dans le reportage, avec des sociétés étrangères, comme par exemple l'italienne Tello, qui assure déjà justement des liaisons entre la France et l'Italie. Il dit également, alors il a suggéré de faire travailler la Deutsche Bahn, évidemment, ça c'est on va dire un peu un caractère provocateur, puisqu'il dit qu'elle est 30% moins chère que la SNCF. Dans l'immédiat, en tout cas, cette annonce, c'est surtout un moyen pour Christian Estrosi de faire pression sur la SNCF pour faire baisser le prix du contrat. Les chiffres de l'INSEE, maintenant, les prévisions qui ont été revues en termes de croissance à la baisse. Mauvaise nouvelle pour le gouvernement. Oui, une mauvaise nouvelle. L'INSEE a revu à la baisse ses prévisions. Donc, c'était 1,6% jusqu'à présent. On passe à 1,3%. Malgré ça, le gouvernement affirme, lui, qu'il ne change pas la sienne de prévision. 1,5% de croissance. C'est celle sur laquelle est bâti le projet de budget, justement, pour l'année prochaine. On regarde le détail des chiffres avec Hubert Coster. Après un recul au deuxième trimestre de 0,1%, dû en partie aux effets des grèves, la croissance du PIB redémarre modestement au troisième et quatrième trimestre 2016, plus 0,2 et plus 0,4%. C'est en tout cas ce que prévoit l'INSEE pour cette deuxième partie de l'année. Pour l'ensemble de 2016, la croissance française s'élèverait alors à seulement 1,3%. C'est moins que les 1,5% prévus par le gouvernement. La France fait moins bien que la moyenne des pays de la zone euro, 1,6%. Principal frein, les exportations qui coûtent 0,4 points de croissance. Les taux de marge des entreprises se sont fortement redressés. Ça s'est traduit par notamment une hausse de l'investissement qui est forte en 2007. Maintenant, nous n'avons pas encore vu d'effet sur la compétitivité prix et nous n'avons pas encore vu d'effet sur les exportations françaises, puisqu'au premier semestre, les exportations ont déçu.
Une croissance décevante qui permettra malgré tout de réduire un peu le chômage. Le pays devrait créer 165 000 emplois après 157 000 l'année dernière. Sur l'ensemble de l'année, le taux de chômage devrait se réduire de 0,4 points, passant de 10,2% en 2015 à 9,8% sur l'ensemble de la France. Et ces perspectives pessimistes sur la croissance, elles n'empêchent pas la France de remonter au classement de la richesse des nations. La France redevient 5e puissance économique mondiale. Et vous savez, on était passé à la 6e place. Et bien voilà, on arrive maintenant à revenir à la 5e place. C'est pas grâce à la conjoncture, évidemment. C'est surtout depuis l'annonce du Brexit et la chute de la livre sterling. Elle est tombée au plus bas depuis 31 ans. Et évidemment, mécaniquement, ça profite à la France. Un rapport de la Cour des comptes, maintenant, c'est toujours une mine de chiffres intéressants, mais souvent déprimants. Ici, il s'agit des retraites des fonctionnaires. La Cour des comptes dit qu'il faudrait tout remettre à plat. Oui, c'est un rapport assez négatif que la Cour des comptes vient de sortir donc, sur le régime de retraite des fonctionnaires. Alors évidemment, donc, elle juge que les réformes qui sont faites depuis 2003 sont insuffisantes. Les cotisations, vous le savez, elles sont toujours pas assises sur les mêmes bases. Donc les salariés du privé cotisent sur la totalité de leur salaire, alors que les fonctionnaires ne cotisent que sur une seule partie et surtout pas sur leurs primes. Ensuite, les retraites des fonctionnaires sont calculées sur les 6 derniers mois, alors que celles des salariés le sont sur les 25 meilleures années. Alors il faut quand même nuancer tout ça. Donc la Cour des comptes le reconnaît elle-même. On dit que les fonctionnaires partent beaucoup plus tôt que les salariés du privé à la retraite. C'est pas toujours vrai. C'est vrai pour certaines catégories de fonctionnaires, par exemple les pompiers, les policiers, mais on note de plus en plus justement avec l'alignement qui a été fait avec le privé à cause notamment des réformes, que finalement donc ça tend à s'ajuster. Il y a un alignement qui se fait entre les salariés du privé et les fonctionnaires. Il faut quand même aller plus loin. C'est donc ce que propose la Cour des comptes. Elle propose différents scénarios. Le plus radical, il aligne carrément les deux régimes. Ce serait un vrai Big Bang, elle le dit elle-même, difficilement acceptable et surtout pas forcément rentable. Elle a fait ses calculs, ce serait rentable qu'au bout de 17 ans. Et puisqu'on parle d'argent public, pas toujours dépensé à bon escient, intéressons-nous maintenant à un fleuron de la culture française à l'étranger, la Villa Médicis. Là aussi, les rapports disent des choses plutôt négatives. Oui, c'est là un rapport du Sénat qui fait un bilan pour le moins mitigé de la Villa Médicis. Il se demande s'il ne faudrait pas en faire carrément un musée. C'est vrai que c'est un instrument de prestige au service de la culture française. Elle accueille chaque année 14 artistes qui viennent là donc s'imprégner de la culture, de la Dolce Vita, propice justement à la création artistique. C'est pas tout à fait prouvé. Alors ce qui est sûr en revanche, ce qui est prouvé, c'est que ça coûte très cher. Donc Julien, la Villa, elle a un budget annuel d'environ 8 millions d'euros. En revanche, il n'y a pas de véritable suivi. C'est vrai que c'est un peu une année de vacances quand même aux frais de la République. C'est un endroit magnifique qui se trouve évidemment à Rome. Merci beaucoup Isabelle. La question de l'écho maintenant. Comme chaque jeudi, notre rendez-vous traditionnel en partenariat avec le cabinet Tilder. Nicolas Boudot est avec nous, associé au cabinet. Bonsoir. Bonsoir Julien. On s'est intéressé cette semaine dans le sondage d'actualité que nous vous proposons tous les jeudis avec Opinionway pour LCI à deux questions. Avec d'abord évidemment la question majeure, économique, phare de cette semaine, c'est le dossier Alstom. Vous savez que le gouvernement a annoncé que l'État allait commander de nouveaux TGV pour assurer le sauvetage de l'usine d'Alstom. Et vous avez demandé avec Opinionway aux Français s'ils pensent que c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose. Il y a eu tellement de critiques sur ce plan. Quel est le jugement des Français ? Eh bien, le voici. Et c'est un jugement négatif. Les Français pensent majoritairement que ces commandes, c'est une mauvaise chose. Oui, les Français ne sont pas dupes sur le caractère politique finalement de la décision de l'État de recourir à la commande publique pour sauver cette usine Alstom. Ça nous permet de faire un petit peu le classement des gagnants et des perdants dans cette histoire. Alors, le grand gagnant, c'est le député maire de Belfort, Damien Meslot, qui lui a réussi son coup à mobiliser le gouvernement et puis localement pour faire en sorte justement qu'il y ait une décision qui soit prise. Les grands perdants, ça commence par nous, les contribuables, qui seront obligés de mettre au pot à un moment donné, puisque c'est la commande publique qui va financer cette usine. Donc, vient un moment où c'est le contribuable qui paye. Autre grand perdant, l'État et le gouvernement surtout, puisque on a finalement compris que c'était une mesure politique. Et puis, comme État actionnaire, il aurait sans doute été plus inspiré de prendre des mesures pour valoriser l'industrie plutôt que d'avoir recours à la commande publique. Mais il y avait les élections derrière tout ça. Oui.
Ouais, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle, surtout et dernier perdant, les dirigeants d'entreprise qui ont peut-être eux aussi des actions à mener, des réformes à annoncer et qui vont sans doute être un peu bloqués dans cette période électorale. Avalage de couleuvres en série, notamment à la SNCF. Deuxième question ce soir sur un ballon d'essai, comme on dit, qui a été lancé par le gouvernement. Une proposition de surtaxation des contrats courts, des contrats de travail courts, la surtaxe des CDD. Êtes-vous favorable à cette mesure pour financer le déficit de l'assurance chômage? Et là, 2 tiers des Français se disent opposés à cette mesure. Résultat un peu surprenant. Oui, bon, que les Français se rassurent, parce qu'on n'est vraiment pas certain que le gouvernement ait tellement envie de revenir sur un sujet social après le printemps que nous avons connu et la loi travail. Il faut plutôt lire ce ballon sonde, comme vous l'avez dit, de Manuel Valls sur LCI dimanche, comme une tactique politique, une double tactique politique. La première, c'est que c'est un marqueur de gauche, et que ce marqueur de gauche, il permet peut-être à la ministre du Travail et au gouvernement de reprendre l'angle, de reprendre attache avec les organisations syndicales, puisque ça s'était mal passé, comme on vient de le dire, pendant la loi travail. Et puis, deuxième étage de la fusée de la tactique politique, c'est que ça met un sujet social important, le coût du travail, dans le débat politique. À une semaine du premier débat, justement, des candidats à la primaire, qui eux ont tapé à bras raccourcis, sans aucune exception, sur les organisations syndicales, ça va les obliger, à mon avis, à préciser leurs idées et leurs débats sur les questions sociales. Donc, plutôt une action tactique de la part du gouvernement qu'une véritable volonté de réforme. Un débat qui sera à suivre dans une semaine, jour pour jour, sur l'antenne de LCI, évidemment. Merci beaucoup, Nicolas Boudot. On retrouve maintenant l'invité du Grand Soir Éco, c'est l'économiste Marc Touati, qui nous annonce pour les mois qui viennent un crack qui sera dur à éviter.